Imagine la scène. Tu ouvres ton application bancaire ce matin, tu vérifies ton solde, et là, surprise, il y a 1000 € de plus sur ton compte. Tu n'as pas travaillé une heure supplémentaire. Personne ne t'a envoyé d'argent. Aucune pièce n'a été frappée à ton nom. Et pourtant, ces 1000 € sont bien là. Réels. Utilisables? Dépensables? Comment est-ce possible? La réponse va te choquer. Ces 1000 € ont été créés à partir de rien, par la Banque Centrale Européenne, en appuyant sur une touche, en modifiant quelques chiffres dans un ordinateur, sans prendre l'argent de quelqu'un d'autre, sans puiser dans une réserve cachée quelque part, à partir de zéro. Et le plus fou, la BCE fait ça tous les jours, pas pour 1000 €, pour des milliards, des milliers de milliards même. Depuis 2015, elle a créé plus de 4000 milliards d'euros de cette façon, de l'argent qui n'existait pas avant, de l'argent apparu par simple écriture comptable. Pourtant, on te répète sans cesse qu'il n'y a pas d'argent magique, que l'État doit d'abord collecter des impôts avant de dépenser, que les caisses sont vides, que chaque euro dépensé doit venir de quelque part. Alors qui ment? Qui dit la vérité? Dans cette vidéo, tu vas voir, étape par étape, comment la Banque Centrale Européenne crée de l'argent à partir de zéro. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas un tour de magie, mais une mécanique comptable précise. Tu vas découvrir ce que ce pouvoir change à ta vision de la dette, des impôts, des crises économiques. Et surtout, tu vas te poser une question que personne ne te pose jamais. Si la BCE peut créer des milliers de milliards d'euros d'un simple clic, pourquoi te dit-on qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, les écoles ou le climat? Si cette question te fascine, abonne-toi à la monnaie souveraine. Chaque semaine, nous décryptons les mécanismes cachés de l'argent que personne ne t'explique. Pour comprendre comment la BCE crée de l'argent, il faut d'abord comprendre qu'il existe deux types de monnaie, et que tu utilises les deux sans même t'en rendre compte. Première monnaie, la monnaie de banque centrale. C'est quoi? Ce sont les billets que tu as dans ton portefeuille, les pièces dans ta poche. Mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, ce sont les réserves que les banques commerciales détiennent à la Banque Centrale Européenne. Ces réserves, tu ne les vois jamais, tu ne peux pas y toucher. Mais elles existent, ce sont des euros numériques que seules les banques peuvent détenir, comme un compte bancaire, mais à la BCE. Et la BCE peut créer ses réserves à volonté, littéralement, sans limite technique. Deuxième monnaie, la monnaie créée par les banques commerciales, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole. Toutes ces banques créent de l'argent chaque fois qu'elles accordent un prêt. Tu demandes un crédit immobilier de 200 000 €, la banque ne prend pas cet argent dans un coffre, elle le crée. Elle crédite ton compte de 200 000 € qui n'existait pas avant. C'est fou, non? La majorité de l'argent que tu utilises n'a pas été créé par l'État ou la BCE. Il a été créé par des banques privées. Environ 90% de la monnaie en circulation est de la monnaie bancaire. Seulement 10% vient de la banque centrale sous forme de billets et pièces. Mais alors quel est le rôle de la BCE dans tout ça? La BCE est le créateur ultime de la monnaie de base. C'est elle qui fournit les réserves aux banques commerciales. C'est elle qui imprime les billets. C'est elle qui contrôle le robinet principal. Les banques commerciales peuvent créer de la monnaie, mais elles ont besoin de réserves de la BCE pour fonctionner. Imagine un jeu vidéo avec deux monnaies. La monnaie du serveur, contrôlée par le jeu lui-même, et la monnaie des joueurs qui circulent entre eux. La BCE, c'est le serveur. Elle contrôle la monnaie de base. Les banques commerciales, ce sont les joueurs qui créent leur propre monnaie en jouant, mais qui dépendent du serveur pour certaines transactions. Maintenant, voici la question clé. Si la BCE contrôle le serveur, si elle peut créer des réserves à volonté, pourquoi dit-on qu'il n'y a pas d'argent? Pourquoi les gouvernements parlent-ils de caisse vide? Parce que la BCE ne donne pas directement l'argent aux citoyens. Elle ne crédite pas ton compte personnel. Elle agit via les banques commerciales, via les marchés financiers, via l'achat d'obligations d'État. C'est une machine complexe avec des règles strictes. Mais la capacité technique de créer de l'argent, elle est infinie. La BCE ne peut jamais manquer d'euros. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, l'a dit explicitement. Une banque centrale ne peut pas être à court de sa propre monnaie. C'est elle qui la crée. Alors pourquoi cette confusion? Pourquoi tant de gens, y compris des politiciens, parlent-ils de l'argent public comme s'il était limité, rare, précieux? Parce qu'on confond souvent deux choses. La capacité technique de créer de l'argent et la capacité politique d'utiliser cet argent sans conséquences négatives. La BCE peut créer autant d'euros qu'elle veut, techniquement. Mais si elle en crée trop vite, sans contrepartie, ça peut provoquer de l'inflation, déstabiliser les marchés, créer des bulles financières. Donc il y a des limites. Mais ces limites ne sont pas techniques, elles sont économiques et politiques. Nuance cruciale. Quand un politicien te dit « il n'y a pas d'argent pour financer ce programme », il ne dit pas une vérité technique. Il exprime un choix politique, une priorité. Il dit que créer cet argent aurait des conséquences qu'il ne veut pas assumer. Mais techniquement, l'argent peut être créé, à tout moment, en quelques secondes. Maintenant que tu comprends qu'il existe deux types de monnaie et que la BCE contrôle le robinet principal, on va plonger dans le concret. Comment exactement la BCE crée-t-elle
1 000 € à partir de rien. Quelle est la mécanique précise? Prenons un exemple concret. L'année est 2015. La zone euro sort à peine de la crise financière de 2008. Les économies stagnent, le chômage est élevé, l'inflation est trop basse, proche de zéro. La BCE a peur d'une déflation, une spirale où les prix baissent et l'économie s'effondre. Mario Draghi, alors président de la BCE, décide de lancer un programme massif, le quantitative easing, en français, assouplissement quantitatif. Un nom compliqué pour une idée simple. La BCE va acheter des obligations d'État et d'autres actifs pour injecter des milliers de milliards d'euros dans l'économie. Comment ça marche? Étape par étape. Étape 1, la BCE décide d'acheter une obligation d'État française détenue par une banque commerciale, disons, une obligation d'une valeur de 1 000 €. Étape 2, la BCE ne sort pas 1 000 € d'un coffre, elle ne demande pas aux contribuables de payer, elle ne vend pas d'autres actifs pour avoir les fonds, non. Elle crée simplement 1 000 € numériques, de l'argent frais, qui n'existait pas une seconde avant. Étape 3, la BCE crédite le compte de réserve de la banque commerciale à la BCE. C'est une simple écriture comptable. Elle ajoute 1 000 € sur le compte que la banque détient à la BCE. Voilà, c'est fait, 1 000 € créés. Étape 4. En contrepartie, la BCE inscrit l'obligation française à l'actif de son propre bilan. Elle possède maintenant cette obligation. Son bilan augmente de 1 000 € à l'actif avec l'obligation et de 1 000 € au passif avec les réserves créditées à la banque. Bilan équilibré, actif égale passif. Mais 1 000 € de monnaie nouvelle existent maintenant dans le système. Reformulons avec une formule simple. 1 000 € créés, c'est 1 000 € ajoutés sur le compte de réserve de la banque, plus 1 000 € d'actifs en face, sous forme d'obligation. Les deux s'annulent comptablement, mais la monnaie, elle, existe réellement. La banque commerciale qui a vendu l'obligation a maintenant 1 000 € de réserve à la BCE. Elle peut utiliser ces réserves pour prêter à d'autres banques, pour acheter d'autres actifs, ou simplement les garder. Ces 1 000 € sont de l'argent réel, utilisable. Maintenant, deuxième cas, le refinancement bancaire. Une banque commerciale a besoin de liquidités. Elle vient voir la BCE et dit « J'ai besoin d'un prêt de 1 000 €. La BCE répond « Pas de problème, mais tu dois me donner une garantie, un collatéral, une obligation d'État, un prêt hypothécaire de qualité, quelque chose que je peux saisir si tu ne me rembourses pas. » La banque apporte l'actif en garantie. La BCE crée alors 1 000 € de réserve ex nihilo et crédite le compte de la banque. Voilà, prêt accordé, monnaie créée. Quand la banque remboursera ce prêt plus tard, les 1 000 € seront détruits. Ils disparaîtront. C'est ça, la beauté du système. La monnaie de banque centrale peut être créée et détruite selon les besoins. C'est comme dans un jeu vidéo. Le serveur crée de la monnaie virtuelle quand tu en as besoin pour acheter un objet, et quand tu vends l'objet, la monnaie retourne au néant. Elle n'existait que temporairement, pour faciliter la transaction. Maintenant, voici ce qu'il faut absolument retenir. À aucun moment, la BCE ne prend l'argent de quelqu'un d'autre. Elle ne prélève pas sur les contribuables. Elle ne vide pas une caisse de l'État. Elle crée l'argent en modifiant des chiffres sur des comptes qu'elle contrôle entièrement. Techniquement, elle pourrait faire ça à l'infini. Créer 1 000 €, puis 1 million, puis 1 milliard, puis 1 000 milliards. Il n'y a pas de limite physique. Pas de stock d'or à respecter. Pas de réserve finie. Alors pourquoi ne le fait-elle pas? Pourquoi ne crée-t-elle pas des milliers de milliards pour tout financer? Parce que créer trop d'argent sans contrepartie économique réelle provoquerait de l'inflation. Si tu doubles la quantité de monnaie sans doubler la quantité de biens et services disponibles, les prix vont monter. L'argent perd de sa valeur. C'est la limite réelle, pas technique, économique. Et cette limite dépend de plein de facteurs. L'état de l'économie, le niveau de chômage, la confiance des marchés, les anticipations d'inflation. En 2015, quand la BCE a lancé le quantitative easing, elle a créé plus de 2 600 milliards € de réserves en 4 ans. De l'argent créé à partir de rien. Est-ce que ça a provoqué une hyperinflation? Non, parce que l'économie était en sous-régime. Il y avait de la place pour absorber cette monnaie nouvelle. En 2020, pendant la pandémie de Covid, la BCE a créé encore plus de 1 500 milliards € supplémentaires. Total, plus de 4 000 milliards € créés depuis 2015. C'est colossal. C'est presque la moitié du PIB de la zone euro. Et pourtant, pendant des années, on t'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent pour les écoles, pas d'argent pour le climat. Mais pour sauver les banques en 2008, pour acheter des obligations en 2015, pour soutenir l'économie pendant le Covid, là, miraculeusement, l'argent est apparu. Pourquoi? Parce que la contrainte n'était pas la capacité de créer l'argent. C'était la volonté politique de le faire. Les règles juridiques qui encadrent la BCE. Les priorités économiques choisies par les décideurs. Christine Lagarde l'a dit clairement en 2020. La BCE ne peut jamais manquer de liquidités en euros, puisqu'elle est la seule institution au monde qui a le pouvoir de les créer. C'est écrit noir sur blanc. C'est officiel. Alors, quand quelqu'un te dit « il n'y a pas d'argent », pose-toi la question.
Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est une façon élégante de dire « on a choisi de ne pas créer cet argent ». Maintenant, tu pourrais te demander « Ok, la BCE peut créer de l'argent, mais pourquoi elle ne le donne pas directement aux gens? Pourquoi elle passe par les banques et les marchés financiers ?» Bonne question. C'est une question politique. Les traités européens interdisent à la BCE de financer directement les États. Elle ne peut pas prêter directement à la France, à l'Allemagne ou à l'Italie. Elle ne peut pas non plus distribuer de l'argent aux citoyens. Pourquoi? Parce que les fondateurs de l'euro avaient peur que les gouvernements abusent de ce pouvoir, qu'ils créent trop d'argent pour financer n'importe quoi, qu'ils provoquent de l'inflation. Donc, ils ont mis des barrières, des règles strictes. Résultat, la BCE peut créer des milliers de milliards pour acheter des obligations sur les marchés. Elle peut prêter des centaines de milliards aux banques commerciales. Mais elle ne peut pas financer directement un hôpital, une école ou un programme climatique. C'est un choix politique inscrit dans les traités, pas une loi de la nature. On pourrait changer ces règles demain si on le voulait, mais ça nécessiterait un accord de tous les pays de la zone euro. Et ça, c'est compliqué. Maintenant qu'on a compris la mécanique, posons-nous la vraie question. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est important de savoir que la BCE peut créer de l'argent à partir de rien? Parce que ça détruit complètement le discours dominant sur la dette publique, sur les impôts, sur les crises. Prenons la dette publique. On te dit sans cesse que les États européens sont endettés, que la France doit 3 000 milliards d'euros, que c'est insoutenable, qu'il faut rembourser, que les générations futures vont payer. Mais qui détient cette dette? Qui a prêté ces 3 000 milliards à la France? En grande partie, ce sont des banques, des fonds d'investissement, des assureurs, qui ont acheté des obligations d'État françaises. Et où ces banques ont-elles trouvé l'argent pour acheter ces obligations? Elles l'ont créé, ou elles l'ont emprunté à la BCE, qui l'a créé. Donc, au final, une bonne partie de la dette publique française est financée par de l'argent créé à partir de rien. Alors pourquoi rembourser cette dette comme si c'était de l'argent réel, gagné par le travail de quelqu'un? Pourquoi ne pas simplement annuler cette dette, ou la monétiser définitivement? Là encore, c'est une question politique. Annuler la dette déclencherait une crise de confiance. Les marchés paniqueraient, les taux d'intérêt exploseraient. Donc, on continue à faire semblant que la dette doit être remboursée, même si l'argent qui l'a financée est apparu par magie. Autre exemple, les impôts. On te dit que l'État a besoin de tes impôts pour fonctionner, que sans impôts, pas de routes, pas d'écoles, pas d'hôpitaux. C'est vrai, mais pas de la façon que tu penses. L'État n'a pas techniquement besoin de collecter des impôts avant de dépenser. Il pourrait, en théorie, demander à la Banque centrale de créer l'argent nécessaire et dépenser cet argent directement. Alors pourquoi les impôts? Parce qu'ils servent à autre chose. Ils servent à contrôler l'inflation. Si l'État dépense 1000 milliards mais ne collecte que 800 milliards d'impôts, il injecte 200 milliards nets dans l'économie. Si cette économie est déjà à pleine capacité, ces 200 milliards vont créer de l'inflation. Les impôts retirent de l'argent de l'économie. Ils refroidissent la machine. Ils permettent de dépenser sans provoquer d'inflation. C'est leur vraie fonction. Pas de financer les dépenses au sens comptable. Encore une fois, nuance énorme entre capacité technique et contrainte économique. Troisième exemple, les crises. Quand la pandémie de Covid a frappé en 2020, les gouvernements européens ont soudain trouvé des centaines de milliards d'euros pour soutenir les entreprises, payer le chômage partiel, financer les vaccins. D'où venait cet argent? Il n'était pas dans une caisse quelque part. Il a été créé par la BCE, par les banques centrales nationales, par l'émission de nouvelles dettes que la BCE s'est engagée à acheter si nécessaire. En quelques semaines, on a fait ce qu'on prétendait impossible pendant des années. Créer massivement de l'argent pour sauver l'économie. Parce que soudain, c'était une priorité politique. La survie économique était en jeu. Mais avant le Covid, quand les hôpitaux manquaient de lits, quand les écoles manquaient de professeurs, quand le climat se réchauffait, on disait « pas d'argent, les caisses sont vides ». Mensonge. Les caisses peuvent être remplies à tout moment, par création monétaire. La question n'est pas « est-ce qu'on a l'argent ?» La question est « est-ce qu'on a la volonté politique de créer cet argent et d'assumer les conséquences ?» Et les conséquences, quelles sont-elles? Principalement l'inflation. Si tu crées trop d'argent pour financer des dépenses alors que l'économie tourne déjà à plein régime, les prix vont monter. C'est mathématique. Mais si l'économie est en sous-régime, si des millions de gens sont au chômage, si des usines tournent à moitié vides, alors créer de l'argent pour embaucher ces gens, pour faire tourner ces usines, ça ne crée pas d'inflation, ça crée de la croissance. C'est exactement ce qui s'est passé avec le quantitative easing. Entre 2015 et 2019, la BCE a créé 2600 milliards d'euros. L'inflation est restée faible. Pourquoi? Parce que l'économie avait de la marge. Il y avait du chômage, des capacités de production inutilisées. Le problème du quantitative easing, ce n'était pas l'inflation. C'était que cet argent est allé principalement aux marchés financiers, aux banques, aux détenteurs d'actifs. Les riches sont devenus plus riches. Les prix des actions ont explosé. Les prix de l'immobilier ont grimpé. Mais les salaires des travailleurs, stagnants. Donc oui, la BCE peut créer de l'argent.
Mais à qui elle donne cet argent? Et pourquoi faire? Ça, c'est un choix politique. Et ce choix a des gagnants et des perdants. Imagine un instant. Et si, au lieu d'acheter des obligations d'État sur les marchés, la BCE avait créé cet argent pour financer directement des hôpitaux, des écoles, des infrastructures vertes, des salaires pour les soignants? Techniquement, c'était possible. Économiquement, ça aurait eu le même effet sur l'inflation. Peut-être même moins, parce que cet argent serait allé à des gens qui l'auraient dépensé dans l'économie réelle, créant de la demande et de l'emploi. Mais juridiquement, interdit. Parce que les traités européens disent que la BCE ne peut pas financer directement les États. Elle doit passer par les marchés. Donc voilà la vérité. La contrainte n'est pas technique. Elle n'est même pas vraiment économique la plupart du temps. Elle est juridique et politique. Elle reflète un choix de société, une vision du monde. La vision qui a dominé depuis les années 1980. La vision qui dit que les banques centrales doivent être indépendantes des gouvernements, que leur seul mandat est de contrôler l'inflation, que financer les États directement c'est dangereux, que les marchés financiers doivent jouer le rôle d'intermédiaire. Mais cette vision n'est pas gravée dans le marbre, c'est un choix fait par des humains, et les humains peuvent changer d'avis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont financé leur effort de guerre en partie par création monétaire. La Réserve fédérale achetait massivement des bons du Trésor. L'argent était créé pour construire des tanks, des avions, des navires. Personne ne disait « on n'a pas d'argent pour gagner la guerre ». Après la guerre, dans les années 1950 et 1960, la croissance était forte, les salaires augmentaient, les services publics se développaient. Et pourtant, les banques centrales avaient beaucoup plus de liberté pour financer les États qu'aujourd'hui. C'est dans les années 1980, avec la révolution néolibérale, qu'on a décidé que les banques centrales devaient être indépendantes, qu'elles ne devaient jamais financer les gouvernements, que l'inflation était le seul danger à combattre. Résultat, aujourd'hui, la BCE peut créer des milliers de milliards pour sauver les banques, mais elle ne peut pas créer un centime pour construire un hôpital. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que c'est simplement le reflet d'un rapport de force politique? Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Première leçon. L'argent n'est pas une ressource naturelle limitée comme le pétrole ou l'or. C'est une construction institutionnelle, une invention humaine, une convention sociale. Et la BCE, comme toutes les banques centrales modernes, peut créer cet argent à volonté. Deuxième leçon. Quand quelqu'un te dit « il n'y a pas d'argent », il ne dit pas une vérité technique. Il exprime un choix politique. Il dit « je ne veux pas créer cet argent » ou « les règles actuelles m'empêchent de créer cet argent ». Mais techniquement, l'argent peut toujours être créé. Troisième leçon. La vraie limite, ce n'est pas la capacité de créer de l'argent, c'est l'inflation, c'est la stabilité financière, c'est la confiance dans la monnaie. Ces limites sont réelles, mais elles sont beaucoup plus flexibles qu'on ne te le dit. Si l'économie est en crise, avec du chômage massif, créer de l'argent ne provoque pas d'inflation. Au contraire, ça peut relancer la croissance. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid. Des centaines de milliards créés, très peu d'inflation au début. L'inflation est venue après, en 2021 et 2022. Mais pas à cause de la création monétaire seule, à cause des ruptures de chaînes d'approvisionnement, de la guerre en Ukraine, de la flambée des prix de l'énergie, des facteurs réels, pas juste des facteurs monétaires. Quatrième leçon. Le pouvoir de créer de l'argent est un pouvoir politique énorme. Et aujourd'hui, ce pouvoir est entre les mains d'institutions indépendantes, la BCE, les banques centrales nationales, qui ne rendent pas de compte directement aux citoyens. Leurs dirigeants ne sont pas élus. Ils sont nommés par les gouvernements. Et une fois nommés, ils sont protégés politiquement. Ils ne peuvent pas être révoqués pour leurs décisions économiques. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend de ton point de vue. Certains disent que c'est nécessaire, que les banques centrales doivent être protégées des pressions politiques à court terme, que les gouvernements auraient tendance à créer trop d'argent pour gagner des élections. D'autres disent que c'est antidémocratique, que le pouvoir de créer de l'argent est trop important pour être confié à des technocrates non élus, que les citoyens devraient avoir leur mot à dire sur comment ce pouvoir est utilisé. Personnellement, je ne vais pas trancher ce débat. Mais je veux que tu saches qu'il existe, que ce n'est pas une question technique, c'est une question politique fondamentale. Qui devrait contrôler la création monétaire? Les banques centrales indépendantes? Les gouvernements élus? Un mélange des deux? Cinquième leçon. Comprendre la création monétaire, c'est comprendre que beaucoup de discours politiques sont mensongers. Quand un politicien te dit « on ne peut pas se permettre tel programme », il ment. Techniquement, on peut toujours se le permettre. La vraie question est « est-ce qu'on veut assumer les conséquences ?» Les conséquences, ce peut être de l'inflation. Ce peut être une perte de confiance dans la monnaie. Ce peut être une crise financière. Ces risques sont réels, mais ils ne sont pas automatiques. Ils dépendent du contexte économique. En 2008, créer des milliers de milliards pour sauver les banques n'a pas provoqué d'hyperinflation. Pourquoi? Parce que l'économie était en chute libre. Il y avait de la place pour absorber cet argent. En 2020, créer des centaines de milliards pour soutenir l'économie pendant le Covid n'a pas provoqué d'hyperinflation immédiate.
Pourquoi? Parce que des millions de gens étaient confinés. L'économie tournait au ralenti. Il y avait de la capacité inutilisée. Donc la question n'est jamais est-ce qu'on peut techniquement créer cet argent? La réponse est toujours oui. La vraie question est dans quel contexte économique on le fait et pour quels objectifs? 6e leçon. La création monétaire n'est pas neutre. Elle a des gagnants et des perdants. Quand la BCE crée des milliers de milliards pour acheter des obligations, qui gagne? Les détenteurs d'actifs, les banques, les riches. Leurs actions et leurs biens immobiliers prennent de la valeur. Qui perd? Les salariés, ceux qui n'ont pas d'actifs. Parce que leur pouvoir d'achat stagne alors que les prix de l'immobilier explosent. Ils ne peuvent plus acheter une maison. Ils sont exclus. Donc le débat ne devrait pas être faut-il créer de l'argent ou pas, il devrait être pour qui crée-t-on cet argent et dans quel but. Si on crée de l'argent pour financer des hôpitaux, des écoles, des infrastructures vertes, tout le monde en profite. Les emplois créés bénéficient aux travailleurs. Les services publics améliorés bénéficient à tous. Si on crée de l'argent pour acheter des actifs financiers, seuls les riches en profitent. C'est un choix politique déguisé en nécessité technique. Dernière leçon. Tu as maintenant un pouvoir. Le pouvoir de voir à travers les mensonges. Quand quelqu'un te dit « il n'y a pas d'argent pour le climat », tu peux répondre « ah bon ?» La BCE a créé 4 000 milliards depuis 2015. Pourquoi elle ne pourrait pas en créer 500 pour la transition écologique? Quand quelqu'un te dit « on ne peut pas augmenter les salaires des soignants, ça coûterait trop cher », tu peux répondre « trop cher par rapport à quoi? Aux milliers de milliards créés pour les marchés financiers ?» Ces questions dérangent, parce qu'elles forcent les gens à être honnêtes, à avouer que la contrainte n'est pas technique, qu'elle est politique, qu'elle reflète des choix, des priorités. Et une fois qu'on comprend ça, tout change. On arrête d'accepter passivement les décisions économiques, on commence à demander des comptes. On exige que le pouvoir de créer de l'argent soit utilisé dans l'intérêt du plus grand nombre, pas juste d'une élite financière. Alors voilà ma question finale pour toi. Maintenant que tu sais que la BCE peut créer 1 000 € d'un simple jeu d'écriture comptable, qui devrait vraiment décider à quoi sert ce pouvoir? Des technocrates non élus? Les marchés financiers? Ou les citoyens informés qui vivent avec les conséquences de ces décisions? Cette question n'a pas de réponse simple, mais elle mérite d'être posée, encore et encore. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à La Monnaie Souveraine. Chaque semaine, nous décryptons les mécanismes cachés de l'argent et du pouvoir économique que personne ne t'explique. Et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris aujourd'hui. Le fait que la BCE ne puisse jamais manquer d'argent, ou que la plupart des gens, y compris des politiciens, l'ignorent complètement? Plus on sera nombreux à comprendre ces mécanismes, moins il sera facile de nous raconter des histoires. Et peut-être qu'un jour, on utilisera ce pouvoir extraordinaire de créer de l'argent pour construire une société plus juste, pas juste pour enrichir ceux qui ont déjà tout.